Lorsque je suis monté pour la première fois dans une Tesla Model S, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était son immense écran tactile. Cet accessoire hors norme a été pendant très longtemps l'objet de la première remarque de mes passagers. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les grands écrans ont commencé à faire leur chemin dans le paysage automobile au point de devenir la norme pour les voitures modernes. Pourtant, ce moyen de communication homme-machine, exposé fièrement au centre du tableau de bord, n'est que la façade de toute une technologie permettant aux véhicules de communiquer. Et de communiquer beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir comment Tesla a révolutionné le concept de voiture connectée, mais aussi la face cachée de cette innovation et les limites d'une approche finalement très conventionnelle du sujet par Tesla. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier en vrac plusieurs personnes. Premièrement, Jean qui vit au Québec et qui a fait des pieds et des mains pour avoir le chandail, comme on dit là-bas, du choucroute de garage. Un grand merci à lui pour son soutien et surtout, merci de porter nos couleurs. Je lui souhaite bonne route d'ailleurs avec son nouveau modèle Y. Ensuite, je voulais vous parler de l'annonce de ma vidéo sur Tempo. 2 d'entre vous m'ont envoyé leurs propres données et leurs mesures dans le monde réel. Il s'agit de Guillaume et Christian qui se reconnaîtront. Malheureusement, je n'avais pas pu utiliser leurs données parce que la vidéo était déjà finalisée au moment où je l'ai annoncée sur les réseaux. Ce qui me rassure, c'est que les 2 jeux de données concordent avec ma propre situation et avec mes propres calculs. Calculs qui peuvent paraître étranges parce que, ma foi, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. On pourrait penser que je compte 2 fois le chauffage et les gains de la voiture, mais c'est pas le cas. Je compte 2 choses différentes. D'un côté, j'ai compté tout ce qui était inhérent au tarif et de l'autre, je n'ai compté que ce qui était inhérent au changement d'habitude, ce qui fait que les 2 s'additionnent bien. Ça va être très intéressant de suivre dans le réel ce que ma simulation va donner. Et maintenant, passons à notre sujet du jour. Pour cette vidéo, nous allons faire un double flashback. L'un concernant Tesla et l'autre concernant les objets mobiles connectés. On va commencer par Tesla. Nous sommes en 2012 et la Tesla Model S entre en production. Les premiers exemplaires sont livrés à des clients ravis de découvrir tout un nouvel univers dans leur automobile. Mais au fait, pourquoi Tesla en est arrivé à imaginer une voiture connectée aussi avancée? Pourquoi vouloir inclure des jeux, des divertissements et nombre de fonctionnalités jusqu'alors réservées aux smartphones et à l'informatique? Eh bien, au départ, il faut comprendre que les utilisateurs de Tesla allaient devoir changer leurs habitudes. Une Model S n'est pas une voiture électrique cantonnée à la ville, c'est une routière, et même une GT. Elle est faite pour voyager et rouler énormément. La création du réseau de superchargeurs va aussi dans ce sens, et si Tesla a pensé à offrir à ses clients une infrastructure de recharge, il fallait aussi l'aider à patienter pendant ses recharges. Voilà pourquoi Tesla, en premier lieu, a introduit la connectivité 3G dans ses Model S. Et ça a été d'autant plus facile que la majorité des gens qui travaillaient à l'informatique chez Tesla étaient des anciens du jeu vidéo ou de l'Internet. Toutefois, la surinformatisation et la connectivité n'avaient pas que cela comme intérêt. L'avantage d'une connexion Internet, c'est qu'elle est à double sens. Une connexion haut débit permet de réaliser énormément de choses, surtout si on a peu d'expérience dans la construction en série d'automobiles, comme c'était le cas de Tesla. Les voitures échangent des données avec le serveur de la marque, permettant une détection avancée des avaries, un monitoring de la flotte pour adapter l'offre future à l'utilisation réelle des clients, mais aussi pour préparer les fonctionnalités futures que la marque avait en tête, et en particulier l'autopilote. En 2015, Tesla implémente le premier autopilote dans ses autos grâce à un partenariat avec l'entreprise israélienne Mobileye. C'est un énorme succès, et Tesla commence à enregistrer des données très intéressantes. Images des caméras, données des capteurs ultrasoniques, logs de la centrale inertielle de la voiture ou position GPS sont remontés au constructeur après anonymisation. Les actions du conducteur sont aussi enregistrées et renvoyées par le canal de données, que l'autopilote soit activé ou non d'ailleurs. Tout cela permet d'améliorer le système et permet de prévoir des besoins futurs ou de lever le voile sur des situations qu'on n'avait pas imaginées. Et là, même avant de mettre en route cet autopilote, Tesla s'est bien vite rendu compte que le réseau 3G ne suffirait pas à envoyer ou recevoir la quantité de données nécessaires au bon fonctionnement de l'autopilote de la Model S.
Le réseau 4G est à ce moment-là en plein développement, et Tesla aurait bien besoin de cette capacité supplémentaire de transfert de données pour atteindre ses objectifs. En juin 2004, toutes les nouvelles Tesla sont équipées de puces 4G, tandis qu'un rétrofit existe pour les anciennes Model S encore en 3G. Le problème du débit est réglé pour le moment, mais la flotte ne cesse de grandir, aboutissant à un autre problème, le coût. Un gros utilisateur de données comme Tesla ne négocie pas ses contrats de télécommunications comme vous et moi. Il ne paye pas un abonnement pour chaque auto, mais négocie plutôt en nombre l'achat de cartes SIM et paye aussi le volume de data sur une période donnée. Petite parenthèse, je profite pour remercier mon ami Mathieu Petrovic, qui est opérateur téléphonique avec sa société Xilian destinée aux professionnels. Il m'a bien aidé pour cet épisode en m'expliquant comment fonctionne le marché de gros de la télécommunication. Donc un grand merci à toi, Matt. Mais revenons à notre sujet. On constate donc que Tesla voit ses coûts en connectivité augmenter rapidement pour les deux catégories de dépenses. Le prix des cartes SIM dans la voiture, c'est facile à amortir, puisqu'il peut être intégré dans le prix de l'auto. Par contre, le volume de données qui augmente de manière exponentielle est un risque majeur de voir à long terme les coûts s'envoler. Avec l'arrivée des modèles 3 puis des modèles Y, cette quantité de données a explosé et Tesla s'est vu obligé de trouver une solution pour ne pas y engloutir ses bénéfices. Au 1er juillet 2018, Tesla change donc sa politique et sépare la connectivité de ses autos en deux catégories, standard et premium. Globalement, les données de base dont a besoin la voiture ou l'autopilote sont gratuites. Seules les données pour avoir l'affichage satellite, le streaming audio ou vidéo et quelques fonctionnalités annexes sont payantes. Cela représente un montant pour le client de 9,99 € par mois. Pourtant, au final, cette décision n'a pas suffi car la quantité de données liées à l'autopilote et au FSD reste importante. Et certaines fonctions, comme la connectivité permanente entre l'application smartphone et la voiture, font également circuler pas mal de données. En juillet 2022, Tesla change donc à nouveau sa politique tarifaire et annonce que toutes les nouvelles Tesla auront une connectivité standard gratuite, mais seulement pendant 8 ans. Après, ce sera payant. Ce que l'on ne sait pas encore à ce jour, c'est le prix de cette connectivité. En revanche, ce que l'on sait, c'est ce qui va se passer si vous décidez de ne pas payer ni prendre l'abonnement. Contrairement aux affirmations putaclic de médias soit mal informés, soit malhonnêtes, vous ne perdrez pas le GPS et toutes les fonctionnalités de l'auto. Tesla est clair sur le sujet et a communiqué par rapport à cela, par rapport à la puce 3G à l'époque. Et donc, voici ce qu'il faut faire pour conserver une bonne partie des prestations sans avoir à payer cet abonnement. Vous pouvez partager la connexion de votre téléphone pour toutes les applications en roulant. Streaming, GPS et autres téléchargements de mise à jour ou de cartographie pourront être faits par le biais de la connexion du téléphone. Cela risque même d'être plus rapide qu'en 4G, pour peu que votre téléphone soit équipé d'une génération postérieure de connectivité. En revanche, vous perdez les fonctionnalités de contrôle à distance de l'auto par l'application, car elles dépendent exclusivement de la puce 4G embarquée. Voilà la situation dans laquelle Tesla est à ce jour, mais vous connaissez Elon Musk. Il prépare toujours l'avenir avec un coup d'avance, en tout cas il essaye. Depuis maintenant quelques années, SpaceX inonde le ciel de satellites afin de proposer une connexion internet à haut débit qui couvre le monde entier, et en particulier les zones blanches non encore couvertes par les réseaux classiques. Chaque semaine, ce sont des dizaines de satellites qu'envoient des Falcon 9 et le réseau se renforce chaque jour. De plus, la constellation est en constante évolution, tout comme les Tesla. Évolution technologique mineure et refonte majeure du design sont légion, et la constellation Starlink voit ses capacités évoluer grandement avec le temps. Du côté du matériel de réception, l'évolution est aussi tangible. Alors que les premiers terminaux étaient motorisés, lourds et chers, les dernières générations sont simples, abordables et performantes. Des versions nomades sont proposées et fonctionnent de mieux en mieux. Du coup, relier les Tesla à Starlink serait tentant, car les deux entreprises fonctionnent déjà depuis longtemps sur la base d'un partenariat. En assurant les transferts de données, les coûts opérationnels de Tesla seraient largement réduits. Mais voilà, il y a un hic. Installer un terminal Starlink dans chaque auto serait un peu compliqué et probablement cher. De plus, la masse de données à traiter est importante et cela occuperait une part des capacités de la constellation au détriment des autres clients. Cela peut s'entendre pour une flotte propriétaire comme Robotaxi ou pour des modèles de haut de gamme comme les S, X ou Cybertruck. Voire même encore pour les modèles 3 et Y, qui sont pas vraiment des voitures populaires. Mais pour la compacte à 25 000 $. Le coût du terminal, des communications ou même d'une puce 4 ou 5G pèse forcément sur la facture finale. Lorsqu'on arrive à ce genre de niveau de prix, il faut également mettre en parallèle le coût de l'utilisation et le prix par exemple des abonnements. Donc ne serait-il pas possible de faire plus intelligemment pour avoir des coûts plus bas ?
C'est en me plongeant dans la technologie de l'Aptera que j'ai découvert une façon de faire que Tesla ne renierait pas, tant elle est simple, futée et juste évidente. Une fois qu'on en a compris les implications. J'en vois au fond qui grommelle. Ah, il fait brère avec son Aptera. Eh ben oui, mais on va en parler souvent, croyez-moi. Parce que lorsque je m'intéresse à une auto, surtout lorsque je l'ai commandée, eh bien je creuse pour en savoir le plus possible sur elle. Et croyez-moi, avec l'Aptera, je vais de bonne surprise en bonne surprise. En fait, je me rends compte que tout ce que j'aime dans Tesla est présent chez Aptera, mais en mieux. Je vous referai des épisodes directement liés à l'Aptera. Et tant pis pour les grognons, mais j'estime qu'il est très important de vous présenter ça parce que c'est une technologie simple, bien faite et surtout réalisable sur des volumes énormes. Les technologies et la philosophie d'Aptera permettent d'avoir un véhicule abordable et surtout qui soit respectueux du client et ça on va en reparler. Voilà, bon, pour revenir sur le coup de la connectivité. Si Tesla a été hyper innovant dans son approche conceptuelle, les équipes techniques ont été étonnamment conventionnelles dans leur réalisation. Les concepteurs se sont en effet comportés comme des bourrins. Et oui, venant des équipes techniques Tesla, c'est rare et heureusement qu'ils n'ont pas suivi la même route pour la propulsion. Sinon, on aurait des tanks SUV à grosse batterie pour pallier aux grosses consommations, ce que font malheureusement trop de constructeurs aujourd'hui. Donc les concepteurs informatiques de chez Tesla ont décidé de faire appel à la puissance brute. Gros ordinateur toujours plus puissant, connexion Internet la plus rapide possible, et consommation fantôme gargantuesque lorsque certaines fonctionnalités comme Sentinel sont utilisées. Si cette approche peut sembler aujourd'hui anachronique, elle avait du sens au premier temps de la marque. Remonter autant de données que possible sans dépendre de réseaux extérieurs, c'était nécessaire pour faire avancer la technologie. Les données du premier autopilote ont par exemple permis de calibrer les besoins d'un autopilote de nouvelle génération, avec plus de fonctionnalités, plus de caméras, afin de s'approcher un peu plus de la conduite autonome si chère à Elon Musk. Le FSD est à mon sens la justification actuelle d'une connectivité plus puissante dans les Tesla que dans les autres voitures. Mais si vous n'avez pas cette fonctionnalité, avoir le hardware a-t-il encore du sens? Proposer la prestation en abonnement est bien pour une familiale, voire pour une voiture haut de gamme. Mais pour une compacte qui devrait tenir un budget extrêmement serré, est-ce que cela aurait du sens? L'autopilote de base ou même l'EAP peuvent se passer d'une connexion intégrée, et le système FSD n'a plus besoin aujourd'hui d'autant de données que lors de son développement. À ce jour, c'est l'intelligence artificielle et les simulations du superordinateur Dojo qui font évoluer le système, et il se base sur une masse énorme de données déjà collectées. Si les compacts ne remontaient plus autant de données, ce ne serait pas bien grave finalement. Le partage de données d'un smartphone suffirait donc largement lorsque le conducteur est à bord. Cela ne consommerait pas trop de forfait au client d'ailleurs. Personnellement, j'ai 100 gigaoctets par mois, mais je finis en général 11 mois sur 12 avec au moins 90 gigaoctets restants. Les utiliser dans ma voiture ne changerait rien à ma situation financière. Faire passer le streaming audio ou vidéo par la puce 5G de mon téléphone permettrait alors une expérience meilleure qu'avec la puce intégrée, car la puissance de la connexion évolue avec le téléphone. Ce système a été adopté par Aptera et personnellement, je trouve que ça me va très bien. Il n'est pas nécessaire de construire un deuxième appareil qui fait la même chose que ce que fait déjà mon téléphone, alors qu'on pourrait s'en passer. Finalement, c'est être un peu plus vertueux dans l'utilisation des ressources. Pourtant, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. Qu'en est-il de la connectivité lorsqu'aucun smartphone et aucun Wi-Fi n'est disponible? On oublie tout alors dans l'Aptera? Eh bien absolument pas. Pour envoyer une localisation GPS ou un état de charge de batterie à l'application, nul besoin de la 4G. De la même manière, pour activer un préconditionnement ou ouvrir une auto à distance, ça ne requiert pas de gros besoins en transfert de données. Un système basique peut suffire si on peut le sécuriser et s'il est fiable sur le long terme. Eh bien, un tel système existe. C'est le Short Message Service avec un mode machine to machine. En clair, c'est le système SMS que nous connaissons tous, mais utilisé pour faire transiter des données succinctes entre machines. Et cela nous amène à notre second flashback. Nous sommes le 3 décembre 1992 et une curieuse démonstration se déroule chez l'opérateur britannique Vodafone. Pour la première fois, un message écrit est envoyé depuis un ordinateur vers le téléphone cellulaire d'un dirigeant de l'opérateur. Il est écrit « Merry Christmas ». C'est le premier SMS envoyé grâce à un réseau téléphonique commercial. À la base, le système a été inventé pour permettre aux malentendants d'avoir accès aux télécommunications modernes, et il semble très limité dans son usage.
L'entreprise Nokia, qui porte le projet quasiment depuis sa genèse, y croit fort, et finalement a bien raison. À son lancement facturé au message, le SMS est un immense succès commercial, car il est moins cher qu'un appel téléphonique et plus concis dans son usage. Ainsi, rappeler une chose à quelqu'un ou poser une question demandant une réponse simple n'impose plus un appel téléphonique cher et qui peut potentiellement durer longtemps. De plus, le réseau SMS permet aussi d'accéder à des services hybrides entre mobile et téléphonie filaire, voire Internet. Toute une série de petits terminaux dédiés au SMS est ainsi créée. Qu'ils s'appellent beeper, pager ou tam-tam, il s'agit généralement de petits terminaux portables aux capacités d'affichage limitées, permettant de lire un SMS succinct. Ainsi, les médecins urgentistes, les sociétés de gardiennage ou les forces de l'ordre se dotent de ce type d'outils. Les businessmen se l'approprient, tout comme les geeks à l'époque. Ils deviennent un petit peu des accessoires de mode high-tech. Toutefois, au-delà de l'apparence, ces petits appareils sont bigrement pratiques, mais ils perdent tout leur intérêt lorsque la majorité des téléphones portables commencent à intégrer les SMS. Le réseau SMS n'en est pas pour autant réduit aux seuls terminaux téléphoniques cellulaires. De nouvelles applications voient le jour, comme le vote dans les émissions de télé, la réception d'alertes, livraison, incendie, circulation routière, confirmation de réservation, délivrance de codes d'autorisation bancaire, etc. En fait, le SMS est un succès commercial énorme, et ce grâce à deux choses: sa simplicité et sa stabilité technologique. Un SMS, c'est un message de 140 à 160 caractères en fonction de l'alphabet utilisé. Chaque caractère, mais aussi son alphabet, sont codés dans des octets. Un octet, c'est un nombre comportant 8 chiffres binaires, les bits, composés de 0 et de 1. Un octet permet de coder un chiffre décimal ou une lettre. Pour vous donner une idée de la quantité de données que représente un SMS, je vais prendre un exemple. Ma connexion Internet permet de faire transiter 370 mégabits par seconde, soit 46 250 000 octets à la seconde. Cela représente 330 000 SMS chaque seconde. Pourtant, cette toute petite quantité de données peut faire transiter énormément d'informations utiles. Dans un seul SMS, il est possible de coder un niveau de charge de batterie, sa vitesse de recharge, la tension et l'intensité ou la température des cellules. Un seul SMS peut contenir tant d'informations qu'il devient intéressant même pour l'interface entre les machines. Ainsi, le système SMS machine to machine est efficace et rapide car il demande peu de données et convient à toute une gamme d'utilisations où une connexion haut débit est inutile. Un distributeur automatique de boissons peut ainsi envoyer des informations sur son stock actuel. Il peut envoyer l'état de son fonctionnement ou même une alerte lorsque certains produits arrivent en date limite de vente. De son côté, l'opérateur peut changer les prix ou demander à une machine d'effectuer une opération de maintenance. Il peut en fait piloter la machine pour tout ce qui est implémenté dans son programme. Les machines disposent d'une carte SIM réelle ou virtuelle spéciale qui a une très longue portée, consomme extrêmement peu d'énergie et dispose d'un identifiant en chiffres, un peu comme un numéro de téléphone mais à 15 chiffres. Cette puce est entièrement dédiée au SMS et rien de plus. L'opérateur n'a qu'à envoyer un SMS sur ce numéro pour piloter la machine, ou l'interroger et recevoir une réponse. Donc pour Aptera par exemple, c'est un système extrêmement intéressant car peu cher et en plus économe en énergie. Lorsqu'on a une petite batterie liée à une excellente efficience de l'auto, les consommations périphériques sont extrêmement importantes, ce qui interdit toute approche bourrine comme celle de Tesla ou celle de constructeurs qui installent des batteries énormes dans leurs autos. Le second point primordial, c'est la stabilité technologique des SMS. Depuis ses débuts commerciaux en 1993, le SMS n'a que peu évolué. D'un point de vue du protocole de transfert, il est quasiment identique à la version de départ. Ce qui a évolué, c'est la façon de les utiliser. Au départ, il fallait envoyer les SMS un à un, avec un format concis. Puis, lorsque les smartphones sont arrivés, on a pu écrire de longs messages. Mais derrière la façade d'un message unique, ce sont bien plusieurs SMS qui sont envoyés et reçus en fait. D'autres protocoles sont apparus ensuite en parallèle, comme le MMS qui permet d'envoyer du contenu multimédia, les applications de communication par Internet, dites par adresse IP, et d'autres formats propriétaires comme WhatsApp et autres. Toutefois, ces applications font appel à une connexion Internet moyen ou haut débit. Pour le SMS, une modernisation a vu le jour sous la forme du Rich Communication Service ou RCS. Plus versatile que l'austère SMS, il est poussé par de grands groupes comme Google. Intégré dans Android, le RCS ne rencontre pourtant pas un grand succès chez les opérateurs. Il permet certes des fonctionnalités intéressantes en natif, comme les discussions à plus de 2 intervenants ou des échanges multimédia, il n'en impose pas moins deux choses.
Premièrement, le remplacement des infrastructures dédiées au SMS et la compatibilité avec l'appareil du client. Toutefois, même si le RCS devient un jour la norme, le SMS est si simple, pratique et rentable qu'il est une partie intégrante du RCS. Un appareil conçu pour envoyer et ou recevoir des SMS pourra toujours le faire avec le RCS. Cela signifie qu'équiper une voiture communicante d'une carte SIM SMS et se reposer sur la connectivité du smartphone de l'utilisateur est juste la meilleure des solutions pour avoir une voiture dont le fonctionnement sera à la fois durable dans le temps, évolutif sans intervention et économique à mettre en œuvre. Alors on pourrait se dire, mais comment on fait quand on n'a pas de smartphone? Très sincèrement, je pense qu'aucun client qui achètera l'Aptera ne sera dans ce cas-là. Bon, alors, qu'une petite start-up se penche là-dessus, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que je pense que Tesla devrait s'y intéresser? Et s'y intéresse peut-être déjà en fait. Eh bien pour une raison qui n'a rien à voir avec Tesla. Enfin pas directement, mais plutôt avec Starlink. Depuis plusieurs mois, Elon Musk et SpaceX envoient des satellites Starlink équipés pour permettre une connectivité directe cell-to-satellite. Les premiers tests sont concluants et des SMS ont pu transiter d'un téléphone portable classique non modifié vers ces satellites prototypes Starlink directement, sans avoir à passer par le réseau d'aucun opérateur. Avec ce système, il est possible de faire transiter des données à haut débit, de la voix ou des SMS sans aucun souci dans le monde entier. Pourtant, le temps que tout cela se mette en place avec un nombre important de satellites compatibles, cette bande passante est forcément limitée. Pour une flotte de véhicules autonomes ou de haut de gamme, ça passe bien, mais pour un véhicule populaire produit en grande masse, cela va poser un souci de quantité de données à faire transiter. Donc au final, le système SMS de l'Aptera permettrait de ne rien perdre en fonctionnalité, tout en réduisant drastiquement les coûts d'utilisation d'une Tesla et la consommation énergétique fantôme. En implémentant les commandes et informations de base sur le réseau SMS, les besoins en bande passante seraient réduits et l'utilisation du téléphone du client, pour le reste, déboucherait sur un allègement des coûts d'opération. Tesla pourrait également intégrer une puce 4G ou 5G ou une eSIM afin de faire payer un abonnement. Mais le partage avec le téléphone serait à mon sens plus intéressant et d'ailleurs aujourd'hui c'est ce que je conseille de faire plutôt que de prendre l'abonnement premium. Il est préférable de faire la connexion avec son téléphone, ça marche tout aussi bien, voire mieux. Avec l'atout d'être à la fois l'opérateur télécom et le constructeur automobile, Elon Musk peut profiter de cet avantage concurrentiel pour offrir des prix encore plus compétitifs, mais aussi pour proposer des abonnements à des prix abordables, tout en restant extrêmement juteux pour ces entreprises. Reste à voir si Tesla restera dans son approche de concepteur de logiciels pour PC, ou lorsqu'on a un problème, alors il faut un ordinateur plus puissant, ou s'ils vont se remettre en question pour faire entrer l'efficience dans la gestion informatique des autos de la marque. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!